Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes euh, dans le grand procès. Et vous savez, le grand procès, c'est un espace de, je dirais, d'audace. D'audace pour que l'éclat de l'intelligence puisse être sur vous et que votre intelligence s'ouvre, que vous puissiez poser les bonnes questions. Parce que si vous n'avez pas l'audace de l'intelligence, vous n'aurez pas la victoire des combats. C'est pour cela, mes amis, que nous sommes encore avec vous dans cette année nouvelle 2025. Nous sommes là pour vous souhaiter bonne et heureuse année. Et nous sommes là pour que, en tant que juristes, nous puissions le dire euh, à, que le peuple pour lequel j'avais dit la dernière fois que c'est la justice qui fait grandir les nations, que ce peuple-là puisse vraiment se développer avec le grand procès et avec notre télévision R7. Il y a quelques jours, j'ai écouté une dame, Mboshi, et qui a pris la parole en interpellant particulièrement les habitants du sud du Congo et plus particulièrement en interpellant les Laris. J'ai regardé 2 ou 3 émissions qu'elle avait effectuées et je dois dire que j'ai aimé cette femme. Vous allez me demander pourquoi je l'ai aimée. Mais je l'ai aimée parce que je l'ai sentie tribaliste. Mais tribaliste dans le sens que je vous avais déjà donné. Cela ne signifie pas du tout qu'elle avait la haine pour les Laris, les habitants du Sud, pas du tout. Mais je l'ai aimée parce que elle m'a fait comprendre la souffrance d'être Mboshi sous un régime qui donne le sentiment qu'il travaille pour les Mboshi. Et pour nous qui cherchons vraiment du discernement politique, c'est important. Parce que vous savez bien, quand on parle de tribalisme, c'est devenu une idéologie politique. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Mais c'est le fait exact que quelqu'un dise, vous parlez des Mboshi, mais vous ne les connaissez pas. Vous parlez des Mboshi comme étant les bénéficiaires de tout ce qui est détourné, volé par les Sassou et leurs clans. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau social. Mais
vous avez le sentiment que chaque personne du Nord, et elle a bien fait l'extension, que chaque personne du Nord est le bénéficiaire de tout ce qui sort des Sassou. Mais en fait, non. Il disait, mais allez-y à Moussaka. Que le gouvernement dépêche une équipe. Pourquoi pas une équipe gouvernementale pour venir constater, évaluer la situation pour permettre à ce que le gouvernement fasse son travail. C'est-à-dire celui de venir en aide aux populations de Moussaka. Ce message est une alerte au gouvernement congolais. J'interpelle ici le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. J'interpelle également le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Colonel Maposo, sur la situation urgente de nos compatriotes de Moussaka. Vous voyez que seulement deux grandes pluies ont causé ces inondations. Et je peux vous dire que 75% de Moussaka se retrouvent dans cette situation que vous êtes en train de suivre. Et je pense que cette situation nécessite que le gouvernement dépêche une équipe. Pourquoi pas une équipe gouvernementale pour venir constater, évaluer la situation pour permettre à ce que le gouvernement fasse son travail. C'est-à-dire celui de venir en aide aux populations de Moussaka. Parce que ce sont nos compatriotes. Je crois qu'il faut nécessairement qu'une équipe descende pour constater et puis voir de quelle manière le gouvernement peut engager des mesures urgentes face à cette situation. Allez-y plus au nord, dans la frontière avec le Cameroun. Allez-y, allez voir les maisons, allez voir la vie des personnes. Comment les gens vivent. Mais il y en a peut-être qui vivent pire que ceux qui sont dans le sud du Congo. Et pour moi, c'est important justement que les Mboshi prennent parole. J'ai envie de les entendre. De la même manière que moi, je n'ai jamais renié, quelles que soient les circonstances et les lieux ou les situations, je n'ai jamais renié d'être Larry. Et surtout encore, quand j'ai vu les Larry devenir les ennemis même, être désignés comme les ennemis du Congo. Et mieux encore, lorsqu'ils ont subi un génocide, pour moi, qu'ils continuent à subir. Et toutes ces situations font que je m'identifie à ce peuple martyrisé. Mais je ne m'identifie pas à ce peuple au détriment d'autres peuples. Quand je dis peuple, c'est tous ces peuples qui forment le peuple du Congo. J'introduis dans cette notion de présence qui fait que même quand je suis à l'étranger, je parle du génocide que subit mon peuple, Larry. Et il est clair. Il est clair et il est vraiment clair que pour moi, où que je sois, quelle que soit la situation, je ne suis pas un arriviste, je n'abandonnerai pas ce peuple qui m'a vu naître, qui m'a bercé. Je ne l'abandonnerai jamais. Mais dans le même temps, j'ai la conscience d'être dans un pays où il a plu à Dieu que nous naissons nombreux dans ce pays. Et donc, quand je suis
à fond dans le combat pour que le tribalisme idéologique qui est tourné vers les enfants originaires du sud du Congo ou de l'Ari, quand ce tribalisme idéologique que je combats vient détruire la tribalité que je réclame, les valeurs que je réclame de l'Ari, il est important que j'apprenne des autres ce qu'ils sont. J'ai envie de dire, parlez pour que je vous connaisse. Je crois que c'est un philosophe qui avait dit cela. Parlez. Et quand cette dame prend la parole, quand elle dit « je suis Mboshi », d'abord mon attention est attirée. Quand elle dit, et je crois qu'elle interpelle quelqu'un, quand elle dit « mais tout ce que vous dites sur les Mboshi est faux », ah, mon attention est encore plus attirée. C'est-à-dire, là d'où vient, comme disait Mokutamboku, le grand intellectuel qui est oublié par les Congolais, là où Mokutamboku avait discerné que le danger venait du sud, du nord, et que j'entends des gens qui habitent là-bas dans ce nord, alors je dirais, j'ai le cœur en joie. Parce que, et surtout dans ses propos, cette dame dit, mais n'imaginez pas que nous tous, nous sommes riches comme ceux qui volent l'argent du Congo. N'allez pas l'imaginer. N'imaginez pas que nous sommes là pour soutenir les voleurs. Parce que dans nos valeurs, le vol est interdit, le crime est interdit. Et ben, vous imaginez bien que le Mboshi qui me parle comme cela, à la fois je sens sa douleur d'être enfermé dans le prisme d'un peuple qui devient un peuple de voleurs, un peuple de criminels. Et elle, quand il dit non, ce n'est pas cela, je vous assure que je suis fier de partager ma nation avec ces Mboshi-là. Et je suis fier même de m'afficher auprès d'eux pour combattre ceux qui avilissent même le nom Mboshi. Il ne fait plus beau d'être appelé Mboshi au Congo. Et ça me fait penser à, je crois que c'est en hébreu que j'avais appris Bosch qui signifiait la honte. Et souvent les Juifs, on les appelait les Boches. Cela, ils ont tiré cela de l'hébreu. Et du coup, quand une personne se lève et dit « je suis Mboshi, mais je n'ai pas à être Bosch », je ne sais pas si vous comprenez la nuance. C'est-à-dire que je n'ai pas à avoir honte d'être Mboshi. Une telle parole va me chercher. Une telle parole, comme l'on dit souvent, me va droit au cœur. Et une telle souffrance, je suis prêt à me battre pour pouvoir être aux côtés de ces Mboshi pour qu'on les voit autrement que tels qu'on les a avilis. Et du coup, je dis et je précise bien que ces Mboshi deviennent pour moi des frères et des sœurs. Si ces Mboshi deviennent pour moi des frères et des sœurs, mes yeux s'ouvrent sur leur souffrance.
Parce qu'il n'y a pas plus grande souffrance que celle d'un enfant qui est négligé ou d'une fille qui est violée dans une maison des riches. Et quand cette fille dira, mais on ne me donne même pas à manger, j'ai faim, on ne la croira jamais. Parce que l'auréole de la richesse vient obscurcir tout regard humain envers cette famille et envers cet enfant particulièrement. Voilà ainsi j'ai reçu, mais vraiment avec beaucoup de reconnaissance de cœur, le cri de cette moshé. Et vous voyez, quand je disais, quand les tribalistes, ceux qui aiment vraiment leur tribu, se révoltent par rapport à l'image que l'on est en train de donner de leur tribu, ces tribalistes viennent rencontrer le tribaliste que je suis, parce que j'ai aujourd'hui plus de 70 ans. Mais la base sur laquelle je fonctionne dans le monde entier, la base sur laquelle je fonctionne dans le monde entier m'a été inculquée par les Laris et pour lesquels je suis reconnaissant. Et quand j'ai pris position, au moment où tous les Laris étaient pratiquement, ça devenait normal. Vous savez que dans le Congo, il y a quelque chose qui est étonnant. Quand on parle des Laris ailleurs, on les considère comme des idiots. Vous le savez peut-être pas. Et quand on les persécute, à la limite, ils n'ont même pas le droit de dire qu'ils sont persécutés. Quand on parle de Mouebara, ainsi de suite, c'est pas 1, 2 ou 3, mais en réalité, ça ne vise que les Laris. Et les Laris, ils sont entrés dans une sorte de honte. Il y en a même qui ont honte d'être Laris. Quand je discute, surtout avec les femmes d'autres régions, mais ils considèrent les Laris comme, en fait, les problèmes qu'ils ont, en clair, ils les ont cherchés. Hein. C'est-à-dire, personne n'a le discernement pour analyser cette persécution traumatique que vivent les Laris. Et je disais, par exemple, quand tout le monde parlait de la guerre du pôle. Quelle guerre du pôle? Quelle guerre du pôle? Comment dans un pays, une seule région peut devenir des gens en guerre, mais en guerre contre qui? Quand les Ukrainiens ont bombardé Soumouna, mon village, quand ils ont bombardé Soumouna, quand les gens ont été brûlés, j'ai reçu il n'y a pas longtemps des images étonnantes. Étonnantes. J'aurais voulu les intégrer dans mon livre Le génocide de Lari, mais je crois que ce projet n'est pas fini. Même dans le film, on va les repérer. J'étais étonné. Moi, je me disais, mais les gens parleront, les gens diront arrêtez. Non, il n'y en a pas eu. C'est vrai que il y a eu Mme Mounari, dont j'ai relevé la réaction, qui avait dit mais c'est quoi cette histoire de la guerre de poule? Mais malheureusement, elle s'est arrêtée là et n'est pas allée plus loin. Et il y a donc, vous voyez, il y a deux notions qui sont importantes. C'est quand un peuple devient la masse, c'est dangereux. Le peuple, c'est très individualisé. C'est le peuple dans lequel Dieu a créé des personnes qui vivent. Et la deuxième notion, c'est la réduction
à l'esclavage d'un peuple. Ce qui était peuple devient un groupe. On peut se moquer d'eux. Et d'ailleurs, une petite anecdote, un jour quelqu'un disait, une amie qui disait, ah mais dis donc, pour un Larry, tu es vraiment intelligent. Comme si les Larry ne peuvent pas être intelligents. Mais quand j'entends cette sœur, c'est une sœur, qui dit stop là, parce que en tant que Mboshi, je suis persécuté. Je suis réduit à l'état d'instrument. On m'instrumentalise uniquement pour que les gens puissent avoir de l'argent, puissent voler de l'argent. Mais chaque crime qu'ils commettent, économique ou financier, est un crime qui salit les Mboshi. Et ce n'est pas pour un temps seulement. Parce que la mémoire d'un peuple est dangereuse. Et surtout le peuple qui fait ce qu'on appelle une sorte de tradere, une sorte de tradition, qui raconte à leurs enfants ce dont ils ont souffert. Alors cette mémoire s'incruste. Elle devient l'état même de l'État. Elle nourrit une haine qui n'est pas méritée. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, moi je vous avais dit la dernière fois que à l'époque de Youlou, j'ai des parents qui ont été déportés dans le Nord, des parents qui étaient machouanistes. Et je sais qu'il doit y avoir à Makwa des Mbemba, parce que les miens ont été déportés là-bas. Ça n'a dû pas être facile. Mais ces hommes se sont mariés, se sont restructurés. Mais si le peuple, ce peuple du Nord n'était pas accueillant, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu réussir à y fonder même des familles. Et peut-être que j'ai des cousins là-bas que j'aurai la joie de retrouver. Vous voyez, c'est donner ce que l'on peut appeler figure négative, figure criminelle, un peuple qui n'est qu'accueillant. C'est donner figure de meurtrier, un peuple qui lui-même est meurtri et détruit. C'est faire que ce peuple devienne des ennemis à la vitanam, des grands ennemis. Les ennemis de qui? D'autres Congolais. Et comme ils deviennent des ennemis d'autres Congolais, vous imaginez le fait inverse? Si un Mboshi vient et demande l'hospitalité d'un Lari, tout de suite, le soupçon, est-ce qu'on ne l'a pas envoyé? Est-ce qu'il n'est pas venu pour nous tuer? Est-ce qu'il n'est pas venu? Vous comprenez? Les Sassou ont mis en danger les Mboshi. Et c'est vraiment important que nous y réfléchissions profondément. Et je vous invite à cette réflexion. Les Sassou ont mis en danger en volant l'argent du Congo. Ils ont mis en danger les Mboshi. Et les Mboshi sont devenus, consciemment ou inconsciemment, les ennemis de toute la République. Et 40 ans suffisent pour construire véritablement autour d'un peuple un mur de haine.
Le Congo doit revoir cette situation. Le Congo de demain, après qu'on ait chassé les Sassou et consorts, ce Congo de demain doit retrouver sa générosité, doit retrouver sa sympathie, un peu comme dans le sens latin, sum pathos, qu'on puisse vivre ensemble même les difficultés de la vie, ensemble en se tenant la main. Mais il est important qu'on prenne conscience. Et il est important aussi que les Mboshi prennent conscience qu'ils sont victimes, qu'ils sont les premières victimes. Et que si aujourd'hui, comme il y a l'armée, il y a les Mboshi, il y a les généraux, c'est les Mboshi, ainsi de suite, comme maintenant, ils ont le sentiment d'avoir une stabilité de pouvoir, la question de Nyanga, voilà, je crois que c'est cela. Le lundi 4 décembre 2017. Ex-conseiller spécial du chef de l'État et ex-commandant de la garde républicaine, le général de brigade Nyanga Ngati Mbouala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le général d'Abira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je lui ai dit, mais on va réfléchir comment? Il dit, c'est notre frère, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'on fasse comme au Rwanda. Je me suis étonné. Il dit, il faut qu'on abatte l'avion du président. On survole et on atterrissage. Je lui ai dit, mon général, toi et moi n'avons pas de relations. Tu ne m'as jamais parlé dans ce temps. Tu connais qui est Sassou pour moi? Que veut dire ça? Je dis non. Il me dit, réfléchis, trouve-moi deux tirés d'élite. Il s'est levé, il est parti. Moi, Nyanga Mbouala qui dit l'avenir des Mboshi. C'est quoi l'avenir des Mboshi? Et c'est une question qu'il faut prendre sérieusement en considération. Et tout cela, il est important de savoir que ça a été construit idéologiquement. Rappelez-vous le discours je crois que c'est en Lingala qu'il avait fait en français en plus, le discours de Talanga et de Sassou Nguesso, qui disait que si aujourd'hui je meurs à 11h, à 15h, on ne parlera plus des Mboshi. Discours de Sassou Nguesso à l'attention des fils et filles du Nord Congo. Quand Sassou Nguesso appelait son ethnie à la guerre. Dimanche 21 mars 1999 à 9h. Dispensaire Marien Ngouabi. Croisement rue Ossio et avenue Talangaï. Quartier Mikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité, mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de l'Issouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par l'Issouba. Beaucoup de jeunes sont venus du Nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talangaï Mikalou. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé aux Cobras, car c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations. Certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu,
sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques. Que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou. À l'hôpital de Talangaï, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des ninjas, et dans ces genres d'exercices, seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes? Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Sous des acclamations frénétiques et prolongées, la foule applaudit. Silence. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle, votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 heures, sachez qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 1997. Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Eh bien, voilà comment on construit la haine. Voilà comment on construit la haine. Et du coup, eh bien, attention, venez, mettez-vous autour de moi pour protéger le pouvoir. Allez mater les autres pour protéger le pouvoir. Quand j'ai vu que, quand j'ai retrouvé parmi les jeunes qui sont sortis de Nambitio à Soumouna, qui cassaient les portes, dans la porte d'une de mes cousines, de mes tantes, qui a dû faire des kilomètres et des kilomètres pour se échapper. Maintenant, elle en est morte pratiquement. Et ces gens venaient de Lombo. Et quand on les avait conditionnés pour qu'ils aillent tuer les Bakongo, et évidemment, derrière les Bakongo, c'est d'abord les Dari, ces gens, on les avait conditionnés à l'idée que si vous tuez ces Dari, si vous tuez ces Dari, vous protégez votre propre vie. Et en fait, ils ne peuvent pas condamner à ce niveau-là. À ce niveau, ils ne peuvent pas condamner un Sassou Nguesso parce qu'il devient le sauveur. Mais avant Sassou, est-ce que vraiment le Mboshi était en danger? Non. Et une amie Mboshi m'a dit une chose étonnante. Il y a un proverbe qui a été développé, que les Sassou ont fait développer. Boma Mokongo Tika Nyoka. Boma Mokongo Tika Nyoka. Le Mokongo est plus dangereux qu'un serpent. Donc, vous voyez, ce procès social que nous faisons aujourd'hui est vraiment un procès de maturité. Et il est important que nous devenions un peuple mûr. Parce que sans maturité, n'importe qui viendra nous manipuler. Quand il dit à 11 heures, moi je n'existe plus, vous à 15 heures, vous n'existerez plus. Un esprit faible qui entend cela peut prendre des armes pour tuer ceux qui peuvent tuer leur libérateur. Or,
Or, c'est un mensonge. Or, c'est vraiment, vraiment un mensonge. Il faut créer les conditions pour que la vie impolitique disparaisse au profit de la vie politique du Congo. Il faut que les aventuriers arrêtent de vouloir exercer le pouvoir au Congo. Il y a beaucoup d'aventuriers comme les Mpumi qui ont travaillé pour le compte de Sassou, pour lequel d'ailleurs souvent, de plus en plus, je me demande, mais ça demande à être étudié. Est-ce qu'il est vraiment Larry ou il n'y a pas de valeur Larry? Ou est-ce qu'il est Boshi, mais dans le sens de celui qui est allé dans le groupe endoctriné par Sassou Nguesso? Vous voyez, plus nous allons laisser le pouvoir à des aventuriers comme cela, plus le Congo va vivre la catastrophe humaine. Nous sommes réduits à l'état animal. Il faut que nous puissions laver la conscience des Congolais. Il faudrait que des femmes comme des sœurs, comme des frères, Boshi soient entendus. Que les femmes et les hommes du Nord soient entendus. Je voudrais que ces hommes et ces femmes parlent à nous qui sommes Larry, à nous qui sommes Congo, à nous qui sommes Bembe, ainsi de suite. Il y a une communication qu'il faut installer. Le Congo ne dialogue pas avec le Congo. Il faut démarrer ce qu'on appelle une politique dialogale. Une politique dialogale, c'est-à-dire qui crée des foyers d'échange. Actuellement, nous vivons dans la méfiance, plus que la méfiance. Si aujourd'hui, il y a un chef d'État, Larry, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Mboshi qui vont fuir le Congo. Mais ce n'est pas cela une nation. La nation a besoin de paix. Ce que Dieu a voulu pour nous, comme je l'ai dit dans les émissions des pierres vivantes, ce Dieu qui nous a créés pour la paix, il faut aussi que nous puissions l'instaurer dans la vie de la nation. Que nous puissions choisir comme chef de gouvernement, comme président, un homme et une femme, ou une femme, qui sait ce que c'est que la valeur d'un peuple, qui aime son peuple. Il faudrait que l'amour redevienne une vérité chez nous, que l'amour ne soit pas une vérité qui s'arrête à la porte d'un temple, ou à la porte d'une église, ou à la porte d'une mosquée. Il faut que nous vivons l'amour. Et c'est pour cela que je vous ai parlé de cette sœur, de son cri. Et je veux que ce cri soit entendu. Évidemment, comme un endoctrinement ne laisse pas beaucoup l'intelligence libre, je crois à mon sens qu'elle commet quelques erreurs. Parce que quand elle dit que, par exemple, à l'époque de Massamba Deba, qui a conçu beaucoup d'usines au Congo, que ces usines, il n'y en a eu aucune dans le Nord. Elle se trompe. Voici les réalisations de l'immortel Alphonse Massamba Deba, 5 ans au pouvoir seulement, soit de 1963 à 1968. Un cimenterie domaniale de l'UTT, Sidolou. 1,5 milliard de francs CFA, chantier ouvert, première livraison de ciment congolais en janvier 1968, crédit de la République fédérale d'Allemagne. 2. Barrage de la MP Ama. 2,191 780 000 francs CFA,
chantier ouvert crédit soviétique. 3. Hôtel des Cosmonautes 560 millions de francs CFA, 200 chambres, chantier ouvert, crédit soviétique. 4. 2 immeubles, 64 logements pour l'assistance technique, effort congolais. 300 millions de francs CFA. 5. Usine textile de Kinsundi. 1,408 milliard francs CFA, début de chantier crédit chinois. 6. OCH. 254 logements construits affluence de demande, 3000 à Brazzaville et 80 à Pointe-Noire. 7. Stade de la Révolution, effort congolais. 800 millions de francs CFA. 8. Aide française. 100 millions de francs CFA. 9. OFNACOM. Société d'État d'importation. 10. ONGPA. Collecte et commercialisation des produits sur l'ensemble du territoire. 11. Collège technique de Pointe-Noire. 110 millions de francs CFA. 12. Construction première tranche aide de la fac. 13. Participation à la recherche scientifique 122 millions de francs CFA. 14. fac. Construction première tranche CET. 1,110 milliard de francs CFA, Pointe-Noire. 15. Matériel routier. 150 millions de francs CFA. 16. Quai Potasse à Pointe-Noire. 15 millions de francs CFA. 17. Recherche minière. 300 millions de francs CFA. 18. Synthèse des études de la vallée du Niari. 39 millions. 19. Élevage sous palmier dans la Sangha. 300 millions de francs CFA. 20. Développement et modernisation de la production cacaoyère dans la Sangha. 95 millions de francs CFA. 21. Développement rural dans la région de Mossanjo. 105 millions de francs CFA. 22. Développement rural dans la région de Sibiti. 64 millions de francs CFA. 23. Développement rural dans la vallée du Niari. 21 millions de CFA. 24. Poursuite du cacao dans la Sangha. 80 millions de francs CFA. 25. Ceinture maraîchère de Pointe-Noire avec le Comité français de la lutte contre la faim, FED. 26. École normale supérieure. 300 millions de francs CFA. 27. Renforcement du chemin de fer Congo-Océan. 135 millions de francs CFA. 28. Assainissement de Brazzaville. 800 millions de francs CFA. 29. Construction de 15 CEG. Point collège. 600 millions de francs CFA. 30. Création de palmeraies sélectionnées dans la cuvette congolaise. 745 millions de francs CFA. 31. Élevage de bovins dans le Niari. 345 millions de francs CFA. 32. Société nationale des transports fluviaux. 350 millions de francs CFA. Investissement mixte État et privé. 33. Compagnie des potasses du Congo. 20 milliards de francs CFA, participation est à 7,5% chantier ouvert. 34. Sosuniari. 4 milliards de francs CFA, participation de l'État 33% travaux en cours. 35. Savonnerie du Congo, SAV Congo. 90 millions de francs CFA, participation est à 48%. 36. Société nationale des transports fluviaux. 350 millions de francs CFA, investissement subvention du FED. 37. Société nationale d'élevage, Sonel. 80 millions de francs CFA, participation est à 58%. 38. Compagnie minière de la Mufumbi, participation est à 20%. 39. Société minière de la Mpassa, participation est à 20%. 40. Société de transformation de bois. Participation 15%. 41. Complexe de pêche industrielle. 800 millions de francs CFA. 42. Usine de farine de poisson, Crédit Anglais. 43. Industrie de verre, Crédit Anglais. 44. Industrie de la pâte à papier, Crédit Anglais. 45. Fabrique de cahiers d'écoliers. 46. Industrie de la céramique, Crédit Allemand. 47. Petite fonderie produisant fer à béton, tôle, outillage agricole. 48. Usine de conserverie de fruits. Projet réalisé par le privé depuis la Révolution.
49 Socobois à Dolisie Siage, déroulage, plaquage. 625 millions de francs CFA. 50 plaquage. Siage, déroulage, plaquage 118 millions de francs CFA. 51 Boissons africaines de Brazzaville. 100 millions de francs CFA. 52 à Frisbois. 60 millions de francs CFA. Socodi, usine de disques. 53 Bata, chaussures caoutchouc, plastique et cuir. 88 300 000 francs CFA. 54 Shell, fabrique de lubrifiants. 170 millions de francs CFA. 55 Africa Plast, article le ménage en plastique. 59 millions de francs CFA. 56 Grand Moulin du Congo. 50 millions de francs CFA. 57 Cronenbourg. 1 milliard de francs CFA. Quand elle dit que Sassou Nguesso a fait des routes, mais la seule chose que vous allez lui reprocher, c'est le génocide de Lari. Mais c'est grave cela. C'est grave parce que le génocide, c'est justement un acte tel, un crime tellement grave qu'on ne peut même pas faire une sorte d'exemption autour d'un crime comme celui du génocide, dont Sassou s'est rendu coupable. Pas seulement Sassou, les Dengue, les Kiki, mais aussi comment s'appelle, celui qui a dit que nous avons tué dans le sud, nous avons tué chez les Lari, le ciel n'est pas tombé. Eh bien, ces hommes, nous devons les condamner ensemble, parce que c'est eux qui polluent la vie politique du Congo. Le Congo a besoin de se ressaisir. Le Congo a besoin que l'on se parle. Le Congo a besoin que les gens soient bien et fiers de leur région. Le Congo a besoin que les hommes et les femmes nous parlent de chez eux, de leur sagesse, de leur manière de gérer les choses, de leur morale, parce qu'on en a besoin, on en a besoin. On ne peut plus s'ignorer maintenant. On ne peut plus s'ignorer. Il y a eu des mariages, il y a eu des enfants qui sont nés. On doit même apprendre cela à l'école. L'histoire n'est pas apprise à l'école. Parce que l'histoire est devenue le lieu de la ruse politique. Mais jusqu'à quand nous irons sur ces chemins-là? Nous devons vraiment nous regarder comme des frères et des sœurs. Nous devons apprendre à avoir des foyers communs. Le foyer dans le sens de mariage, mais aussi dans le sens ancien du lieu où on vient dire des choses, on vient partager dans les villages. Nous devons être fiers d'être Congolais à l'extérieur. Or, les Congolais à l'étranger fuient d'autres Congolais. Et c'est ça qui détruit un peuple. Quand un peuple commence à se haïr, ce peuple n'a plus d'unité. Et ce peuple ne vit plus ensemble. Je lance vraiment un appel solennel à ce que la peur disparaisse. Je lance un appel solennel à tous les Congolais, toutes les Congolais, de pouvoir avoir la fierté d'être nés là où ils sont nés, mais avoir aussi le courage de dénoncer ce qui empêche de vivre. Avoir aussi l'intelligence du cœur qui permet d'interroger l'autre.
pour que l'autre ne soit pas seulement un produit idéologique. Bakongo, Babomi, Marien. Mais Bakongo, Babomi, Marien, est-ce que c'est vrai? Et si ce n'est pas vrai, ça signifie que celui qui a mis cela en circulation ne visait qu'une chose, c'est que on continue encore à tuer et à tuer les Bakongo. Et quand on tue les Bakongo, le cercle non vicieux, plutôt le cercle vicieux même au contraire, fait que les Mboshi tuent les Bakongo. Vous comprenez? C'est-à-dire, Bakongo Babomi, c'est des meurtriers, mais les Bakongo sont tués par qui? Par les Mboshi. Donc, in fine, on arrive au fait que la haine est devenue circulaire chez nous. Parce qu'elle est activée comme un mode de gestion et de protection du pouvoir. Il faut laisser le pouvoir libre. Il faut laisser les Congolais libres de choisir qui et à qui ils veulent donner le pouvoir qui est le fruit de leur conquête de liberté et de souveraineté. Vous êtes, pour moi, tous, des frères et des sœurs. Et j'ai à cœur de vous dire que l'avenir du Congo est entre vos mains. Parlez. Parlez pour que nous nous connaissions. Parlez et je vous entendrai. Il faut tourner ce que j'ai toujours appelé, en citant Sonny Labutansi, la parenthèse de sang. Elle a été trop longue et trop large. Il nous faut maintenant des stratégies, des mains tendues, des mains d'association pour que dès demain, nous pensons un Congo nouveau, mais en étant racinés véritablement dans nos racines de tribu. Ça ne signifie pas du tout que nous soyons séparés les uns des autres, non. Que nous devenons au contraire des stimulateurs les uns des autres, des stimulateurs de la vie économique, des stimulateurs de la vie sociale, des stimulateurs de la vie politique. En un mot, que nous devenons des Congolais.